Ces temps-ci, ouvrez la fenêtre donnant sur le paysage économique et vous aurez l'impression qu'un vent de malheur souffle. Les cours pétroliers ont fondu de plus de moitié. Le marché de l'acier est considérablement surapprovisionné. Les cours des métaux de base s'effondrent, notamment celui de cuivre, qui fait office de baromètre économique. Les marchés boursiers de la planète sont secoués. Les devises sont soumises à des turbulences. Et même la volatilité est soumise à l'instabilité. En effet, même les indices de la volatilité des marchés ne permettent pas de déterminer si elle est en hausse ou en baisse. Ce genre de désordre est d'habitude synonyme de morosité économique. S'agit-il vraiment d'un vent de malheur qui ne sera d'aucune utilité? Pas exactement. Dans le monde de l'après-crise, nous sommes devenus particulièrement habitués aux singularités. En voici donc une autre. Malgré le désordre, l'économie progresse. Et ce n'est pas un fait isolé. Prenons le cas de l'économie américaine. La croissance du PIB n'y est sans doute pas remarquable en raison du poids exercé par le biais vert sur les exportations. Mais l'économie intérieure, le logement, la consommation, l'investissement commercial est robuste et peut encore accueillir beaucoup de croissance. D'ailleurs, les indicateurs avancés en lien avec l'activité réelle sont tous positifs, ce qui annonce de bonnes nouvelles en 2016. Mais ce n'est pas tout. L'Europe occidentale emboîte aussi le pas, et pas seulement depuis les dernières semaines. On pourrait s'étonner du fait que la croissance de la zone euro se maintienne au-dessus de la moyenne tendancielle depuis 5 trimestres consécutifs. Le pire de l'austérité étant passé, la demande comprimée en Europe gagne maintenant l'activité réelle. Le dynamisme de l'économie américaine a donc un effet bénéfique. Pour bon nombre de compagnies canadiennes, cela est rassurant. Cependant, elles sont de plus en plus présentes sur les marchés émergents où la conjoncture soulève des préoccupations, tout particulièrement dans les grandes économies émergentes. Le Brésil et la Russie sont aux prises avec des problèmes internes, mais ce n'est pas nouveau. En revanche, en faisant abstraction des problèmes sur le plan des politiques, l'Inde semble dégager un taux de croissance respectable, tandis que le Mexique tire parti de la vitalité de l'économie américaine. Pour sa part, la Chine inquiète plus qu'à l'habitude et certaines craignent même un ralentissement majeur sur ce marché. Ce scénario est néanmoins improbable, car le gouvernement chinois est déterminé à maintenir une croissance économique avoisinant les 6 et 7 À ce taux, l'économie chinoise ajoutera autant au PIB réel que durant la période allant de 2004 à 2008, soit une croissance de 18 Voilà qui témoigne de l'ampleur et de la capacité d'absorption de cette économie. De surcroît, si la Chine parvient à passer à une économie dynamisée par la consommation, il existerait un énorme potentiel pour alimenter la croissance économique à long terme. Alors, si la croissance est de retour, comment expliquer le désordre? En fait, il est logique dans le contexte actuel. Des liquidités excessives provenant de la présence de faibles taux d'intérêt et de multiples doses d'assouplissement quantitatif ont créé des distorsions sur les marchés financiers pendant de nombreuses années. À mesure que l'économie se redresse, les liquidités excédentaires doivent être retirées. Voilà pourquoi la Fed a relevé ses taux d'intérêt en décembre et qu'elle continuera de le faire durant l'année des élections. Ce retrait est à l'origine de la tourmente sur les marchés. Voilà un moment particulier. Pour la première fois de mémoire, le retour de la croissance a entraîné le recul des indices
relatifs au cours des produits de base et d'autres indicateurs clés des marchés financiers. Or, cette fois-ci, l'un ne va pas sans l'autre. L'un des principaux risques menace l'économie mondiale et que les effets du repli du secteur financier minent la croissance dont elle est à l'origine. Dans ce contexte, le défi que doit relever le Canada est de composer avec les différents scénarios de croissance. Les entreprises de l'industrie des ressources sont en mode restructuration et cherchent à réduire leurs coûts. Celles participant aux chaînes d'approvisionnement de cette industrie en ressentiront le contre-coup, mais un léger rebond des cours est attendu et devrait en atténuer l'impact. Pour sa part, le secteur de la fabrication hors énergie augmente la cadence, vu la croissance extérieure est un houard volant à basse altitude. Les exportations de services devraient aussi bien se porter. Voilà qui est une bonne nouvelle, car en ce moment, les secteurs canadiens du logement, de la consommation et de l'investissement à l'intérieur des entreprises ne sont pas très dynamiques. Qu'est-ce que tout cela signifie? La turbulence persistera encore pendant un bon moment, mais cela ne devrait pas vous effrayer. La croissance mondiale et une monnaie affaiblie devraient se traduire par de solides gains pour les filières dominantes du secteur canadien des exportations. Cherchez les occasions porteuses de croissance. Et lorsque vous les trouverez, vous saurez qu'elles font partie d'un scénario plus général d'amélioration de l'économie. Au bout du compte, il ne fait pas de doute qu'il y aura en début d'année de nombreuses projections interprétant des ventes actuelles comme des raisons de se mettre à l'abri, de faire le dos rond et d'attendre que passe une autre tempête de l'après-crise. Il n'y a pas de mal à se préparer à gérer les risques, aussi longtemps que cela ne vous incite pas à oublier le mouvement de croissance sous-jacente. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.